Depuis l'Antiquité, l'homme est attiré par les horizons lointains et les sommets invaincus. Les secrets mystérieux de l'univers ont excité l'esprit curieux, forçant les gens à explorer le monde qui les entoure pour tenter d'en expliquer l'essence. C'est cette qualité qui nous a permis de connaître notre planète natale, puis d'aller au-delà, dans l'espace froid et inhospitalier. Aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage fantastique au-delà des frontières de l'univers. Nous commencerons notre voyage loin de la Terre, à côté des premières sondes qui ont depuis longtemps quitté notre planète. En accélérant plus vite que la lumière, nous traverserons l'espace extra-atmosphérique en un clin d'œil et visiterons quelques-uns des astres les plus remarquables situés à proximité de notre système. Ensuite, nous rencontrerons une planète étonnante entièrement recouverte d'un vaste océan en ébullition, puis Bételgeuse mourante, sur l'exemple de laquelle nous pourrons comprendre comment les étoiles évoluent. La prochaine étape de notre voyage sera un vol au-delà de la Voie lactée, explorant plusieurs galaxies mystérieuses et anormales. Nous partirons pour un long voyage jusqu'aux confins de la partie visible de l'espace. En conséquence, nous ne nous contenterons pas de les toucher, mais nous traverserons l'horizon des événements pour comprendre à quel point l'univers est vraiment grand. Ce voyage sera long. Tenez-vous prêts, nous commençons. Cosmo. L'espace d'abord. Le 15 avril 2021, la station automatique de recherche New Horizons est devenue le 5e vaisseau spatial de l'histoire de l'humanité à franchir le seuil de 50 unités astronomiques du Soleil. Avant elle, cette frontière conditionnelle était franchie par les sondes voyageurs, et même plutôt par les sondes de recherche Pioneer 10 et Pioneer 11. Très probablement, aucun de ces voyageurs spatiaux ne reviendra jamais sur Terre. Certains d'entre eux poursuivent encore leur mission, tandis que d'autres se sont tués à jamais. Appareil, New Horizons, début de la mission, 19 janvier 2006. Distance de la Terre, 55 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, 14 km/s ou 3 unités astronomiques par an. Objectif principal, Pluton et Charon. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, opérationnel. Comme la plupart des autres stations de recherche interplanétaires, New Horizons a effectué une manœuvre gravitationnelle près de Jupiter avant de se diriger vers son objectif. Cela a permis d'augmenter considérablement la vitesse de l'appareil, ainsi que d'obtenir des images de haute qualité de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites. En plus, grâce aux caméras de la sonde, un enregistrement vidéo d'un volcan en éruption sur Io, la lune de Jupiter, a été obtenu pour la première fois. Et seulement après avoir reçu une accélération supplémentaire, l'appareil est allé à l'objectif principal, Pluton. La station a atteint les environs du planétoïde en janvier 2015. L'objectif principal de la mission était une étude approfondie de Pluton et Charon, y compris la photographie et la cartographie de la surface de ces objets spatiaux lointains. De plus, l'appareil a mesuré les champs magnétiques et l'activité du vent solaire à proximité des corps célestes et a également collecté des données sur leur atmosphère et les propriétés de leur surface réfléchissante. Bien sûr, le programme de recherche comprenait également la recherche de satellites non encore découverts de Pluton et l'affinement des paramètres de son orbite. Ayant terminé la mission principale, l'appareil de recherche n'a pas cessé d'être utile. Son vol s'est poursuivi au-delà de l'orbite de Pluton afin d'étudier les objets de la ceinture de Kuiper. C'est ainsi que les images de Quaoar, Araun et Arrokoth ont été obtenues. De plus, les caméras de la sonde ont mesuré la distance aux étoiles Proxima Centauri et Wolf 359. Malheureusement, à partir de 2026, la source d'énergie isotopique du véhicule commencera à s'épuiser et les instruments de mesure à bord s'éteindront les uns après les autres. La station New Horizons poursuit son mouvement au-delà du système solaire et d'ici 2038, la distance entre l'appareil et le Soleil atteindra 100 unités astronomiques. Très probablement, à ce moment-là, l'alimentation électrique à bord de la station perdra enfin sa fonctionnalité et il deviendra impossible de la contacter. New Horizons ira sur une orbite hyperbolique en dehors de notre système et ne reviendra jamais. Un destin similaire a depuis longtemps rattrapé 2 autres sondes interplanétaires quittant le système solaire, Pioneer 10 et Pioneer 11. Elles sont devenues les premières sondes automatiques que l'humanité a envoyées dans l'espace interstellaire. Appareil, Pioneer 10. Début de la mission, 3 mars 1972. Distance de la Terre, 134 unités astronomiques.
Vitesse d'éloignement, environ 12 km/s ou 2,5 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, inutilisable. L'engin atteint le système de Jupiter le 4 décembre 1973, après avoir passé 641 jours dans l'espace. Au cours de la mission, des photographies de la surface de la géante gazeuse et de ses plus gros satellites ont été prises, et la composition de l'atmosphère et le champ magnétique de la planète ont également été mesurés. De plus, il a été constaté que Jupiter émet 2,5 fois plus d'énergie thermique dans l'espace environnant qu'elle n'en reçoit du Soleil. Les données, uniques à l'époque, sont devenues la base pour comprendre la structure des géantes gazeuses et de leurs satellites. La trajectoire du deuxième appareil, connu sous le nom de Pioneer 11, passait également devant Jupiter. Mais son objectif principal était une autre géante gazeuse de notre système, Saturne. À l'aide des instruments de mesure de la sonde, des données sur le champ magnétique de la planète ont été obtenues, et ces caméras nous ont fourni un grand nombre d'images non seulement de la géante gazeuse elle-même et son système d'anneaux, mais également de ses satellites Titan et Mimas. Selon les calculs, la distance entre l'appareil et le centre de notre système est maintenant d'environ 109 unités astronomiques. Après avoir réalisé leur programme principal, les deux sondes ont poursuivi leur voyage, s'éloignant de plus en plus du Soleil. Malheureusement, le dernier signal reçu de Pioneer 10 a été reçu en 2003, et le deuxième appareil a cessé de communiquer en 1995. On suppose qu'à l'heure actuelle, les sondes se déplacent rapidement en dehors du système solaire, mais elles ne pourront jamais rattraper les deux autres appareils, bien qu'ils aient été lancés bien plus tard. Appareil Voyageur 1. Début de la mission, 5 septembre 1977. Distance de la Terre, 159 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, environ 17 km/s ou 3,6 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter, Saturne. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, fonctionnalité limitée. La contribution de Voyageur 1 à l'étude du système solaire ne peut être surestimée. Grâce à elle, plusieurs nouveaux satellites de Jupiter ont été découverts, ainsi qu'un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Les caméras de Voyageur ont capturé l'éruption volcanique d'Io et ont montré de manière convaincante que la grande tache rouge de Jupiter est une tempête géante. L'appareil a envoyé des centaines d'images de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites vers la Terre. Et après que la station ait traversé l'orbite de Neptune, ces instruments ont transmis à la Terre de nombreuses données précieuses sur le plasma interstellaire. Voyageur 1 a depuis longtemps laissé derrière elle à la fois la ceinture de Kuiper et l'héliopause, et traverse maintenant rapidement la région du disque dispersé du système solaire, se dirigeant vers le bord intérieur de l'hypothétique nuage d'Oort. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, mais aussi le plus rapide parmi les véhicules artificiels quittant notre système. En tant que première sonde spatiale à voyager aussi loin du centre du système solaire, Voyageur 1 a fourni aux scientifiques une occasion unique d'explorer l'héliopause. C'est le nom de la région de l'espace autour de notre étoile, où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du gaz interstellaire. La collision de particules chargées émises par une étoile et un plasma raréfié crée les structures les plus complexes de particules élémentaires et de champs magnétiques, dont l'étude est extrêmement importante pour comprendre les processus se produisant dans l'univers. Malheureusement, vers 2025, la puissance des thermogénérateurs à radioisotopes qui alimentent la station finira par s'épuiser, après quoi la communication avec elle sera interrompue. Selon les calculs, dans 300 ans, Voyageur 1 atteindra la limite intérieure de l'hypothétique nuage d'Oort. Pour le surmonter, l'appareil aura besoin d'environ 30 000 ans, après quoi il quittera enfin les frontières du système solaire. Et après environ 10 000 ans, la station passera à une distance de 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 et sera finalement perdue dans les profondeurs de l'espace. En parlant de Voyageur 1, on ne peut manquer de mentionner un autre véhicule de mission qui a quitté la Terre le 20 août 1977. Voyageur 2 a ciblé Saturne, Uranus et Neptune, mais s'est également approché de Jupiter pour obtenir un coup de pouce supplémentaire. Les photos prises par cet appareil ont suggéré la présence d'un océan souterrain sur Ganymède et Europe. Ayant atteint Saturne, Voyageur 2 a obtenu des données sur la température de la géante gazeuse et son champ magnétique, et a également découvert plusieurs satellites jusque-là inconnus de la planète. Bien sûr, de nombreuses photographies de la surface de Saturne elle-même et de ses anneaux ont été prises.
la trajectoire ultérieure de l'appareil passait devant Uranus et Neptune. En conséquence, de nombreuses photographies uniques ont été obtenues, ainsi que 17 satellites et systèmes d'anneaux à proximité des deux planètes ont été découverts. L'influence gravitationnelle de Neptune a modifié la trajectoire de Voyager 2, l'amenant à quitter le plan de l'écliptique. Ainsi, l'appareil a perdu l'opportunité d'approcher d'autres objets du système solaire. Cependant, ses capacités n'ont pas encore été épuisées. Par la suite, Voyager 2 a fourni les données les plus précieuses sur le plasma interstellaire et le vent cosmique, et a également participé à la mesure des distances aux étoiles et à l'exploration de l'héliosphère. À l'heure actuelle, l'appareil a déjà réussi à s'éloigner du centre de notre système de 133 unités astronomiques, et cette distance augmente de 15,37 km chaque seconde. Il lui faudra environ 42 000 ans pour se rapprocher de Ross 248, une naine rouge sombre de la constellation d'Andromède. La distance minimale entre Voyager 2 et l'étoile sera d'environ 1,7 années-lumière. Et environ 300 000 ans après son lancement, elle a une chance de survoler Sirius à une distance de 4,3 années-lumière. Malheureusement, il est impossible de remarquer un si petit objet depuis la Terre à une telle distance. L'espace extra-atmosphérique dans un rayon de 50 années-lumière du système solaire contient environ 1400 systèmes stellaires. Certains d'entre eux sont multiples et contiennent 2 composants ou plus, de sorte que le nombre total de nos voisins stellaires dépasse 2000 objets. Parmi eux, vous pouvez trouver une grande variété d'étoiles, des naines rouges sombres aux géantes les plus brillantes, chauffées à des températures inimaginables. Cette quantité incroyable et cette abondance étonnante de variétés d'objets spatiaux ne peuvent qu'impressionner l'imagination. Il faudrait énormément de temps pour parler de chacun d'eux. Maintenant, nous allons nous déplacer à une vitesse incroyable. Plusieurs fois la vitesse de la lumière. Nous traverserons des dizaines d'années-lumière d'espace interstellaire en quelques minutes. Nous serons accueillis par les objets spatiaux les plus intéressants entourant le système solaire. D'autres mondes et étoiles nous attendent déjà. Après avoir effectué une orbite près de Proxima Centauri et dépassé instantanément 11 années-lumière, nous nous approcherons d'une naine rouge sombre appelée Ross 128. Elle n'est pas visible de la Terre à l'œil nu, mais l'une des exoplanètes de type terrestre les plus proches de nous est située près de cette étoile ordinaire, Ross 128b. De plus, contrairement à Proxima Centauri b, plus proche et plus froide, ce corps céleste a une température relativement modérée, de -60 à +21 degrés Celsius. En supposant que sa surface est similaire à celle de la Terre et absorbe 70% de la lumière incidente, alors la température moyenne estimée de la planète serait d'environ 7 degrés Celsius. C'est 8 degrés de moins que celui de la Terre moderne, mais plus que suffisant pour soutenir la vie. La masse de cette exoplanète est d'environ 35% supérieure à celle de la Terre, et son rayon n'a pas encore été mesuré. Si elle est constituée des mêmes roches que notre planète, alors son diamètre devrait dépasser celui de la Terre d'environ 10%. Dans le même temps, l'accélération de la gravité à la surface du corps céleste ne dépassera celle de notre planète que de 12%. Ainsi, si les calculs sont corrects, alors les conditions à la surface de Ross 128b sont proches de celles sur Terre. De plus, le système se déplace rapidement dans la direction du Soleil, et dans seulement 79 000 ans, il sera plus proche de nous que Proxima Centauri, qui au contraire s'éloigne de la Terre. Comme la plupart des exoplanètes connues, Ross 128b est située très près de son étoile mère. La distance entre elle et le centre du système n'est que de 0,05 unités astronomiques, 20 fois moins que celle de la Terre au Soleil. L'exoplanète fait une révolution complète autour de l'étoile en un peu moins de 10 jours et se trouve très probablement en rotation synchrone. La masse de Ross 128 est environ 17% de la masse du Soleil et le rayon est d'environ 0,2 fois celui du Soleil. La température de surface de l'étoile est la moitié de celle de notre étoile et est de 3192 Kelvin, et la luminosité est environ 300 fois inférieure à celle du Soleil. Il est également important que Ross 128 soit une étoile relativement calme. Sa luminosité est constante et stable, et la surface est extrêmement rarement perturbée par des éruptions et des émissions de matière stellaire qui sont néfastes pour tous les êtres vivants. Si nous continuons à nous déplacer plus loin, alors à 12 années-lumière dans la direction opposée du Soleil, nous trouverons l'étoile de Luyten, également connue sous le nom de GJ 273. Elle
Elle possède l'un des plus grands systèmes planétaires découverts par des scientifiques dans le secteur spatial le plus proche. L'étoile elle-même est une naine rouge-orange dont la masse ne représente que 25% de la masse du Soleil. Son rayon est 3 fois plus petit que celui de notre étoile, et sa luminosité est 435 fois inférieure à celle du Soleil. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit impossible de remarquer cette étoile dans le ciel sans télescope. Cependant, 4 objets ont été découverts à proximité, dont 2 ont déjà été reconnus comme exoplanètes, les 2 autres attendant toujours leur confirmation de leur statut. Le premier d'entre eux a la désignation Luyten B et a été découvert grâce à des mesures de haute précision du mouvement propre de l'étoile. Selon les calculs, la masse de l'objet est d'environ 2,89 fois la masse de la Terre et son rayon dépasse celui de la Terre d'environ 35%. Ainsi, ce corps céleste appartient à la classe des super-terres et la gravité à sa surface peut être acceptable pour les humains. La distance entre le centre du système et Luyten B est d'environ 0,1 unité astronomique, mais l'objet reçoit à peu près la même quantité de lumière de son étoile mère que notre planète. De ce fait, le corps céleste se situe dans la zone habitable de son étoile et peut être considéré comme un candidat potentiel à la recherche de vie extraterrestre. La température estimée de sa surface est de 259 à 292 Kelvin, ou de -14 à +19 degrés Celsius. Ainsi, les conditions sur Luyten B peuvent être assez favorables pour les humains. La deuxième exoplanète confirmée du système est Luyten C. Cet objet spatial a une masse équivalente à celle de la Terre, mais est situé beaucoup plus près de son étoile mère. Les paramètres exacts de son orbite n'ont pas encore été déterminés, mais la période de révolution autour du centre du système n'est que de 4,7 jours. Il s'agit très probablement d'un corps céleste chaud et inhospitalier, dépourvu d'atmosphère et tourné vers l'étoile d'un côté. 2 autres objets du système ont été découverts en 2019 et sont toujours en attente de confirmation. Selon des données préliminaires, ce sont des géantes de glace d'une masse de 5 à 15 masses terrestres. Les rayons de leur orbite sont à moins de 0,8 unités astronomiques et les périodes de révolution autour du centre du système ne dépassent pas 558 jours. Étant donné que l'étoile de Luyten est une étoile relativement froide et que ces objets se trouvent en dehors de sa zone habitable, leur température est très probablement très basse. Ces corps célestes doivent encore être explorés plus en détail. En quittant le système de Luyten et en avançant, nous trouverons une étoile appelée Altaïr. Elle est située à 16,8 années-lumière de la Terre et est une étoile bleu-blanc brillante d'une masse d'environ 1,8 masse solaire, dont l'âge est d'environ 1,2 milliard d'années. L'étoile émet près de 11 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil et est l'une des plus visibles du ciel terrestre. Altaïr est remarquable par le fait qu'elle tourne très rapidement sur elle-même, environ 67 fois plus vite que le Soleil. Elle fait une révolution complète en un peu moins de 9 heures, et la vitesse de déplacement de la matière stellaire à l'équateur est d'environ 286 km/s. Une rotation extrêmement rapide conduit au fait que la forme de l'étoile est loin d'être une boule parfaite. Le diamètre équatorial de l'étoile est 22% supérieur à la distance entre les pôles et environ 2 fois le diamètre du Soleil. Cette même caractéristique de forme est la raison pour laquelle la température et la luminosité d'Altaïr sont également inégales. La substance dans sa partie équatoriale est sensiblement plus froide et plus sombre qu'au pôle. Ainsi, la température à l'équateur n'est que de 6900 Kelvin. Dans le même temps, les pôles de l'étoile peuvent atteindre jusqu'à 8500 Kelvin, ce qui correspond à environ 8200 degrés Celsius. Au début, la conclusion sur la forme inhabituelle de l'objet a été tirée sur la base de calculs, mais en 2007 a été obtenue une image d'une étoile sous la forme d'un disque, ce qui a confirmé cette hypothèse. Dans le même temps, Altaïr est devenue la première étoile en dehors du système solaire pour laquelle une telle image a été obtenue. Malheureusement, pas une seule planète à sa proximité n'a encore été découverte. Cependant, les observations indiquent la présence d'anneaux ou d'une nébuleuse gazeuse entourant l'étoile. La lumière d'Altaïr se disperse dans ces structures formant un motif d'interférence à grande échelle, un arc-en-ciel circumstellaire géant. Malheureusement, malgré sa beauté et sa majesté, ce phénomène cache partiellement l'étoile, ce qui la rend difficile à étudier. Si nous continuons à parcourir l'espace, nous pouvons atteindre Fomalhaut. Ce système stellaire à 3 composantes est situé à 25 années-lumière de la Terre, et pendant longtemps, les 3 étoiles qui en font partie ont été considérées comme des objets spatiaux indépendants. Ce n'est qu'en 2013 qu'il a été prouvé qu'elles sont reliées par des forces gravitationnelles et forment une structure cosmique unique de taille énorme. Ainsi, Fomalhaut est peut-être le système d'étoiles multiples le plus étendu situé à proximité d'une autre. La distance maximale entre ces composantes est de 3,2 années-lumière. Dans le même temps, près de 11 disques lunaires peuvent être placés dans le ciel nocturne de la Terre entre les objets les plus éloignés du système.
La composante la plus célèbre, la plus visible et le plus grand du système s'appelle Fomalhaut A. Il s'agit d'une étoile jeune et chaude dont la masse est supérieure de 92% à la masse du Soleil et dont le rayon est d'environ 1,85 solaire. C'était cette étoile brillante que les hommes de l'Antiquité appelaient Fomalhaut, ignorant l'existence d'autres composantes moins visibles du système. La luminosité de cet objet est 16 fois supérieure à celle de notre étoile et la température est d'environ 8500 Kelvin ou 8200 degrés Celsius. Fomalhaut A a entre 400 et 480 millions d'années. Les modèles modernes d'évolution stellaire prédisent que l'étoile aura une durée de vie d'environ 1 milliard d'années, après quoi elle est susceptible d'exploser en supernova et de se transformer en naine blanche. L'étoile est entourée d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière divisé en plusieurs parties. Son rayon intérieur est de 133 unités astronomiques et sa largeur est d'environ 25 unités astronomiques. Probablement la formation de corps célestes se poursuit dans ce disque, ce qui attire inévitablement l'attention des astronomes. Aussi, la présence d'une planète massive dans l'espace circumstellaire de Fomalhaut a longtemps été supposée. Elle a même obtenu son propre nom, Dagon, mais des observations ultérieures ont montré que son existence est peu probable. Très probablement, un vaste nuage de poussière formé à la suite d'une collision d'astéroïdes ou de comètes a été pris pour une exoplanète. À une distance de 0,9 années-lumière de la composante principale du système se trouve Fomalhaut B, également connu sous le nom de TW Piscis Austrini. C'est une naine orange avec une masse d'environ 70% de celle du Soleil et son rayon est d'environ 63% de celui de notre étoile. La température de la surface de l'étoile est estimée à environ 4700 Kelvin, ce qui correspond à 4400 degrés Celsius, mais la luminosité de l'objet est 5 fois inférieure à celle du Soleil. En 2019, à la suite d'une analyse du spectre et du mouvement propre de l'étoile, il a été suggéré qu'un corps céleste d'une masse de 0,6 à 1,9 masse de Jupiter pourrait orbiter autour d'elle. Son existence doit encore être confirmée par des observations supplémentaires et les paramètres orbitaux ont été calculés très grossièrement. Selon ces calculs, la période de révolution d'une planète hypothétique autour de l'étoile mère devrait être d'environ 25 ans. La troisième étoile du système Fomalhaut est la naine rouge LP 87610, située à 2,5 années-lumière de la composante principale du système. Cette étoile est environ 5 fois plus légère que le Soleil et sa température de surface est légèrement supérieure à 3100 Kelvin. La période de révolution de LP 87610 autour de Fomalhaut A est d'environ 20 millions d'années, ce qui implique que pendant toute l'existence du système, la naine rouge n'a fait que 22 révolutions autour de sa plus grande compagne. Aucune planète n'a encore été trouvée à proximité de cette étoile, mais les observations suggèrent la présence d'un disque de gaz et de poussière d'un rayon de 10 à 40 unités astronomiques. Notre prochain objectif est situé à 37,3 années-lumière de la Terre. C'est à cette distance de nous que se trouve Arcturus, l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord et la quatrième de tout le ciel étoilé. Cette étoile est la composante principale d'une étoile binaire et est une géante orange vif. Alors qu'elle approche de la fin de son cycle de vie, la majeure partie de son hydrogène a déjà été convertie en hélium et elle brûle maintenant le reste de son carburant stellaire, augmentant lentement son volume. Arcturus est l'étoile la plus brillante du courant céleste géant qui porte son nom. Cette structure titanesque est le reste d'une galaxie naine qui a été engloutie par la Voie lactée il y a environ 2 milliards d'années. Elle contient 53 étoiles, dont la plupart sont des étoiles anciennes et sombres, beaucoup moins impressionnantes qu'Arcturus. Le géant émet 170 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil, bien que sa température de surface soit sensiblement inférieure, seulement 4251 Kelvin. Vraisemblablement, dans le passé, Arcturus était similaire à notre étoile, car sa masse n'est que de 10% supérieure à celle du Soleil. Cependant, l'épuisement inévitable du carburant stellaire et la pression interne du plasma chaud ont transformé l'étoile en une géante orange et maintenant son rayon dépasse celui du Soleil de 25 fois. Selon la théorie moderne de l'évolution stellaire, le même avenir attend notre Soleil. L'âge de ce géant est estimé entre 6 et 8,5 milliards d'années. Il est difficile de prédire quand il explosera en supernova, achevant son cycle de vie. Cependant, cela se produira très bientôt selon les normes cosmiques. Se débarrassant des coquilles extérieures, Arcturus se transformera en une naine blanche chaude, vouée à de longs milliards d'années de refroidissement lent. La deuxième composante du système se perd dans l'arrière-plan de sa géante voisine. Une petite étoile d'une luminosité 20 fois inférieure à Arcturus qui est située si près d'elle qu'il est presque impossible de déterminer ses paramètres. Si des planètes se sont autrefois formées dans ce système stellaire, elles ont très probablement été englouties par Arcturus elle-même il y a plusieurs millions d'années.
En tout cas, aucun autre objet n'a encore été trouvé à proximité de l'étoile. Les premiers pas vers la justification théorique de l'existence de planètes complètement recouvertes d'eau ont été faits dans les années 70 du siècle dernier. C'est à cette époque qu'il a été prouvé que la désintégration radioactive dans les entrailles des planètes et les forces des marées pourraient entraîner la fonte de la glace d'eau et la formation d'océans géants. Des processus similaires se produisent très probablement sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Cependant, en raison de leur grande distance au Soleil, ces corps célestes restent enfermés par une épaisse croûte de glace. Toutefois, lorsqu'il s'agit de planètes océans, on désigne le plus souvent un type légèrement différent de corps céleste. Cela implique que l'océan de la planète n'est pas caché sous une couche de glace et que sa profondeur dépasse une centaine de kilomètres. Un calcul théorique des processus de formation et d'évolution de ces planètes a été réalisé par des astrophysiciens français dirigés par Christophe Sautin en 2004. Selon cette théorie, si la masse de la planète en formation dépasse 10 fois celle de la Terre, elle commencera alors à attirer activement l'hydrogène et l'hélium du nuage de gaz et de poussière environnant, se transformant en géante gazeuse au fil du temps. Si la masse du corps céleste n'est que de 6 à 8 masses terrestres, la nouvelle planète sera composée de glace et de roches pierreuses dans des proportions approximativement égales. À titre de comparaison, le poids total de toute l'eau des océans de la Terre n'est que de 0,025% de la masse totale de notre planète. Dans le cas où l'orbite d'un objet spatial est située loin de son étoile mère, il deviendra un géant de glace ou une super Terre froide. La désintégration radioactive à l'intérieur du noyau peut faire fondre une partie de la glace, créant un océan caché, mais les couches externes du corps céleste resteront gelées. Si la planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, ces couches externes fondront et couvriront la surface d'un océan sans fin. Les calculs théoriques montrent qu'une planète d'une masse de 6 à 8 masses terrestres pourrait avoir une coquille d'eau dépassant une centaine de kilomètres. La pression d'une telle masse d'eau pourrait atteindre 20 000 atmosphères en fonction de la température, des impuretés et d'autres paramètres. Cela suffit pour produire des formes de glace spéciales et exotiques qui peuvent rester solides même à des températures élevées. De plus, contrairement à la glace à laquelle nous sommes habitués, ces modifications sont plus lourdes que l'eau liquide. Par exemple, la densité de la glace 7, très probablement dans les conditions données, est d'environ 1650 kg par mètre cube. Cette glace se dépose au fond de l'océan planétaire, formant une cryosphère massive qui entoure le noyau plus lourd de la planète. L'occasion de tester ces calculs théoriques dans la pratique s'est présentée lorsqu'une petite étoile faible, dénommée Gliese 1214, a été découverte à une distance de 42 années-lumière de la Terre. Le diamètre de la naine rouge s'est avéré 5 fois plus petit que celui du Soleil et sa masse ne représente que 15,7% de celle du Soleil. Dans le même temps, Gliese 1214 est 300 fois plus sombre que notre étoile et sa température de surface n'est que de 3000 Kelvin ou 2700 degrés Celsius. En soi, l'étoile n'a rien de spécial, juste une autre naine rouge ordinaire, semblable à des milliards d'autres étoiles de notre galaxie. Cependant, en 2009, a été découverte une planète à sa proximité, appelée Gliese 1214b. Malgré le fait que son diamètre soit 2,5 fois supérieur à celui de la Terre, cette exoplanète n'est que 6,5 fois plus lourde que la Terre. Des calculs simples montrent qu'avec de tels paramètres, l'accélération de la gravité à la surface de la planète ne sera que de 91% de sa valeur terrestre. La densité moyenne de Gliese 1214b est d'environ 1870 kg par mètre cube. Cette valeur est trop faible pour que la masse principale de l'exoplanète soit constituée de roches et de métaux, comme par exemple sur Terre. Cependant, cette valeur de la densité moyenne est en bon accord avec l'hypothèse selon laquelle la planète se compose de 3/4 d'eau ou de glace d'eau et seulement d'1/4 de roches rocheuses. Sur la base de ces observations, on peut supposer que ce corps céleste est une planète océan. L'objet est très proche de son étoile mère. La distance moyenne n'est que d'environ 2 millions de kilomètres ou 0,014 unités astronomiques, soit 75 fois moins la distance entre la Terre et le Soleil. Dans le même temps, l'excentricité de l'orbite est assez élevée et égale à 0,27, légèrement supérieure à celle de Pluton. Cela signifie que Gliese 1214b est environ 2 fois plus proche de son étoile au périhélie qu'à l'aphélie. Aussi, la planète fait une révolution complète autour de l'étoile mère en 36 heures environ. Malgré le fait que la naine rouge Gliese 1214 est environ 300 fois moins lumineuse que le Soleil, l'incroyable proximité avec l'étoile rend le climat de la planète très chaud.
En supposant que la surface de Gliese 1214b ait une réflectivité similaire à celle de Vénus, alors la température de surface de la planète devrait être d'environ 393 Kelvin, soit 120 degrés Celsius. Si elle est plus sombre, la température pourra atteindre 553 Kelvin ou 280 degrés Celsius. Du fait que l'orbite de Gliese 1214b croise le disque de l'étoile, les scientifiques peuvent mener des études spectroscopiques de son atmosphère. Mais les résultats obtenus à ce jour sont contradictoires. Si cet objet spatial est vraiment une planète-océan, son atmosphère devrait être principalement constituée de vapeur d'eau avec des impuretés d'autres gaz. Cependant, aucune raie d'hydrogène, d'hélium ou de substances complexes telles que l'eau, le dioxyde de carbone ou l'ammoniac n'a encore été détectée dans le spectre de la planète. On suppose que la couche externe de l'atmosphère dense cache sa véritable composition. Les conditions à la surface de Gliese 1214b ressemblent surtout à l'intérieur d'une chaudière à vapeur géante, et la pression de l'atmosphère dans ses couches inférieures devrait être au moins 15 fois supérieure à celle de la Terre. Du fait que l'océan est en équilibre thermodynamique avec l'atmosphère, la frontière entre eux est un concept assez vague. Après tout, la densité de la vapeur d'eau à la surface même de l'océan est approximativement égale à la densité de l'eau en ébullition constante. Si vous commencez à plonger dans les couches inférieures de l'océan, la pression augmentera continuellement jusqu'à ce qu'à une profondeur d'environ une centaine de kilomètres, elle atteigne des valeurs telles que l'eau ne puisse plus rester liquide même à une température aussi élevée. Nous atteindrons le fond, constitué de glace dense et lourde, dont l'épaisseur selon les calculs peut dépasser 5000 km. Ainsi, la majeure partie de l'eau de la planète est concentrée ici. Sous la cryosphère, il y a très probablement un noyau de roches pierreuses et de métaux. Malheureusement, l'apparition de la vie sur une planète-océan est peu probable même si la température de surface est plus favorable. Le fait est que l'océan sur de telles exoplanètes contient trop peu d'oligo-éléments nécessaires aux êtres vivants. Même en tenant compte des météorites qui bombardent occasionnellement la surface de ces corps célestes, la variété des composés chimiques ne suffit pas à la formation de la vie. Fin de 2019. Les observatoires astronomiques signalent une perte soudaine de luminosité d'une étoile appelée Bételgeuse. Selon les observations, sa luminosité est tombée à 36% de sa valeur standard pendant les 2 derniers mois. Certains scientifiques prédisent l'explosion imminente d'une supernova qui pourrait devenir l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Il a été suggéré que le flux de rayons gamma provenant de l'explosion pourrait constituer une menace potentielle pour la vie sur notre planète. Avril 2020. Les astronomes nous assurent que Bételgeuse a retrouvé sa luminosité normale. Elle peut encore exploser à tout moment, mais il est impossible de prédire l'événement avec certitude. Des suggestions sont faites sur les raisons de l'assombrissement anormal. L'une des principales hypothèses est celle d'un nuage géant de gaz et de poussière éjecté récemment par Bételgeuse en direction du Soleil. Juin 2021. Les données des télescopes terrestres confirment cette conjecture. Les astronomes continuent d'observer l'objet, tandis que les astrophysiciens simulent les processus à l'intérieur de celui-ci. Avant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, il convient de comprendre ce qu'est Bételgeuse. Cet objet appartient à la classe des supergéantes rouges, et selon la théorie moderne de l'évolution stellaire, il se trouve au dernier stade de son cycle de vie. Son rayon et sa luminosité varient constamment et ses couches extérieures sont extrêmement instables. De temps à autre, l'étoile rejette des millions de tonnes de gaz incandescent dans l'espace, formant des protubérances géantes. En se refroidissant, ces protubérances remplissent la nébuleuse gazeuse qui entoure Bételgeuse. La masse de l'étoile est d'environ 17 masses solaires et le diamètre a été estimé entre 700 et 880 diamètres solaires. Si Bételgeuse était placée mentalement au centre de notre système solaire, elle engloutirait toutes les planètes jusqu'à Mars incluse, ainsi qu'une grande partie de la ceinture d'astéroïdes. Cependant, l'étoile n'a pas de bord clair car ses couches extérieures sont extrêmement raréfiées. En outre, l'objet est entouré d'une nébuleuse de gaz géante composée de protubérances refroidies et de particules de vent stellaire. La densité de la matière stellaire aux limites conditionnelles de l'étoile n'est que légèrement supérieure à celle de la nébuleuse elle-même. Bételgeuse est une étoile très brillante. Sa luminosité minimale est de 90 000 fois celle du Soleil, et à sa luminosité maximale, elle émet 150 000 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil. Cependant, sa température n'est pas très élevée et se situe entre 3400 et 3800 Kelvin, ce qui correspond à la partie rouge du spectre.
Les couches extérieures instables de l'étoile sont constamment soumises à des processus difficiles à prévoir qui modifient la luminosité de l'objet de manière très complexe. Sa principale période de pulsation est d'environ 420 jours, mais on peut également distinguer des cycles moins distincts, plus longs ou plus courts. De plus, de temps en temps, il y a également des flashs et des atténuations imprévisibles de l'astre. Cette variabilité rend extrêmement difficile le calcul de la distance de l'objet. Selon les mesures effectuées par le satellite Coriolis en 2020, la distance entre le Soleil et Bételgeuse se situe entre 500 et 650 années-lumière. Selon les connaissances actuelles sur l'évolution stellaire, Bételgeuse s'est formée il y a environ 8,5 millions d'années et sa masse initiale ne dépassait pas 20 masses solaires. Sa vie a commencé dans un nuage géant de gaz interstellaire qui a été progressivement comprimé et chauffé par les forces gravitationnelles. C'est ainsi qu'est née la protoétoile, progénitrice de Bételgeuse. À un certain moment, la température et la pression à l'intérieur ont atteint des valeurs telles qu'une réaction en chaîne de conversion de l'hydrogène en hélium s'est déclenchée. Quelques instants plus tard, l'interaction thermonucléaire a englouti tout l'objet spatial et une nouvelle étoile a brillé dans le ciel nocturne. C'est ainsi que commence la période la plus longue de la vie de toute étoile, la séquence principale. Pendant cette période, sa principale source d'énergie est la fusion des noyaux d'atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. En outre, plus l'étoile est lourde, plus ce processus est rapide. Les étoiles massives comme Bételgeuse ont une durée de vie de quelques millions d'années seulement, tandis que les naines rouges brillent depuis des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, l'étoile passe environ 90% de sa vie à la phase de la séquence principale. L'hélium s'accumule progressivement et s'enfonce vers le centre de l'objet où il forme un noyau d'hélium. Le destin futur de l'étoile dépend presque entièrement de sa masse. Par exemple, les étoiles dont la masse ne dépasse pas 20% de la masse solaire ne finissent pas leur vie en explosant, contrairement aux étoiles plus massives. Recyclant progressivement la quasi-totalité de leur hydrogène, elles deviennent peu à peu des naines bleues, des objets astronomiques chauds et relativement petits. Cependant, le temps minimum requis pour une telle transformation est d'environ 1000 milliards d'années, soit 72 fois l'âge estimé de l'univers. Par conséquent, il n'y a pratiquement aucune chance de détecter une naine bleue à l'heure actuelle. Après l'épuisement des réserves d'hydrogène, les réactions thermonucléaires s'y arrêteront et l'objet deviendra une naine blanche composée à 99% d'hélium. Des billions d'années de lente extinction et de refroidissement l'attendent, jusqu'à ce que l'étoile soit remplacée par une naine noire légèrement chaude et presque invisible au télescope. Si un objet a une masse comprise entre 0,2 et 8 masses solaires, il suit une évolution beaucoup plus complexe. L'hélium produit lors de la combustion thermonucléaire remplit le noyau de l'étoile, tandis que les forces gravitationnelles le compriment et le réchauffent de plus en plus. À un certain moment, les noyaux d'hélium commencent à fusionner pour former du carbone. L'étoile commence à se dilater, son rayon augmente et la température de ses couches extérieures diminue. Dans ce cas, l'objet se transforme en géante rouge ou en sous-géante. Les étoiles relativement légères, dont la masse ne dépasse pas 50% de la masse solaire, sont incapables de maintenir les conditions nécessaires à une réaction en chaîne hélium-carbone à l'intérieur d'elles. De telles transformations ne s'y produisent qu'occasionnellement. Dans les objets plus lourds, en revanche, les réactions dans le noyau stellaire peuvent se produire pour former du carbone, de l'oxygène et des éléments plus lourds allant jusqu'au nickel et au fer. Finalement, l'étoile se débarrassera de ses couches extérieures, laissant derrière elle une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. Si la masse de l'étoile d'origine est inférieure à la moitié de celle du Soleil, elle sera composée principalement d'hélium avec un petit mélange d'éléments plus lourds. Dans le cas contraire, la naine blanche sera essentiellement constituée d'oxygène et de carbone. Si l'étoile progénitrice est suffisamment lourde, elle pourrait également contenir du néon, du magnésium et même du fer. L'évolution des objets massifs a ses propres particularités, car plus l'étoile est lourde, plus son noyau est massif. Si la masse d'une étoile dépasse celle du Soleil d'un facteur 8 ou plus, son noyau peut dépasser la limite dite de Chandrasekhar, égale à environ 1,4 masse solaire. Dans ce cas, les forces de répulsion électromagnétique interne deviennent insuffisantes pour compenser la contraction gravitationnelle. En quelques secondes, le noyau diminue rapidement de taille, entraînant avec lui les couches extérieures. La compression extrêmement puissante la plus forte chauffe le noyau interne à une température de centaines de millions de Kelvin et pousse littéralement les électrons dans les noyaux atomiques, transformant certains d'entre eux en neutrons et donnant naissance à de nombreux neutrinos.
Même une matière aussi dense ne peut contenir la particule la plus insaisissable de l'univers. En quelques secondes, les neutrinos quittent l'étoile effondrée, emportant avec eux l'énergie thermique. En conséquence, la luminosité commence à subir la pression interne la plus forte, car les protons serrés commencent à se repousser les uns les autres avec une grande force. Par conséquent, le noyau commence à se dilater aussi vite qu'il se contractait quelques secondes auparavant, créant une énorme onde de choc dans la matière environnante. Finalement, une explosion d'une puissance incroyable se produit, capable de disperser les couches extérieures de l'étoile sur de grandes distances. Dans ces flammes, des réactions deviennent possibles qui ne peuvent être reproduites nulle part ailleurs. C'est ainsi que naissent des éléments lourds comme l'or, le plomb ou l'uranium. La nébuleuse qui en résulte se refroidit progressivement et se désintègre en nuages individuels qui sont recomprimés par les forces gravitationnelles pour former de nouvelles étoiles et planètes. À la place de l'étoile morte, il reste cependant un objet minuscule mais très lourd, qui est considéré comme une étoile à neutrons. Si la masse de l'étoile d'origine dépassait 18-20 masses solaires, son noyau après l'explosion se rétrécira en un trou noir, un objet mystérieux qui déforme l'espace lui-même et le temps qui l'entoure. La modélisation mathématique montre que les étoiles particulièrement grandes, dont la masse dépasse 100 masses solaires, pourraient hypothétiquement être complètement détruites par une explosion. Dans ce cas, toute leur matière serait emportée par une onde de choc à plusieurs années-lumière à la ronde, ou transformée en un rayonnement électromagnétique des plus puissants. L'impulsion électromagnétique qui accompagne l'explosion d'une supernova peut parcourir des centaines d'années-lumière. Au début, le rayonnement se caractérise par une puissance incroyable et est capable de détruire toute vie sur son passage. Mais à mesure que la distance augmente, la densité du flux diminue et les rayons mortels se dispersent progressivement dans l'espace. Les calculs montrent qu'une étoile comme Bételgeuse peut représenter une menace dans un rayon allant jusqu'à 100 années-lumière. Il est impossible de prédire à l'avance quand cette étoile explosera en supernova, mais cela devrait se produire dans les 100 000 prochaines années. Selon les calculs, une explosion de Bételgeuse pourrait devenir aussi brillante que la pleine lune. L'étoile mourante sera l'objet dominant dans le ciel nocturne de la Terre pendant un certain temps, puis elle s'éteindra progressivement. L'objet ne sera plus visible à l'œil nu, et seuls les télescopes les plus puissants pourront capter le rayonnement de la petite étoile à neutrons. Si la masse de Bételgeuse est en fait plus importante qu'on ne le pense, un trou noir pourrait se former après son explosion. Dans ce cas, l'énergie dégagée serait beaucoup plus faible et le spectacle beaucoup moins grandiose. En tout cas, rien ne menace la Terre. Bételgeuse est trop éloignée de notre système solaire et le rayonnement gamma qui accompagne l'explosion d'une supernova ne peut pas nous nuire. La matière éjectée par l'explosion n'atteindra le voisinage de notre système que 6 millions d'années plus tard. Sa vitesse selon les calculs sera d'environ 13 km/s et elle sera facilement éteinte par le vent solaire avant d'atteindre l'intérieur du système. Le nombre exact de galaxies dans l'univers n'est pas connu avec précision. On estime que ce nombre dépasse plusieurs centaines de milliards. Les galaxies peuvent avoir des formes très différentes. Les principaux types sont elliptiques, spirales, lenticulaires et irrégulières. Il existe également des sous-classes supplémentaires. Ainsi, par exemple, la Voie lactée fait partie des galaxies spirales barrées. Comme toute galaxie est composée d'un grand nombre d'étoiles, les masses de ces objets peuvent atteindre des valeurs incroyables. Par exemple, la galaxie naine SEG2 a une masse de seulement 550 000 masses solaires. Et la galaxie elliptique supergéante IC 1101 est 1700 fois plus lourde que la Voie lactée. Notre galaxie, avec ses voisines les plus proches, fait partie d'une association appelée groupe local. Il comprend plus de 50 galaxies, dont 3 sont relativement grandes. Ce sont la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Le diamètre du groupe local est d'environ 10 millions d'années-lumière, et sa masse dépasse celle du Soleil d'environ 3 billions de fois. À son tour, le groupe local, avec plusieurs autres petits groupes de galaxies, fait partie de la feuille locale, un nuage plat d'environ 23 millions d'années-lumière de diamètre. Son épaisseur est d'environ 5 millions d'années-lumière. La feuille locale fait également partie du superamas de la Vierge, un vaste élément de la structure à grande échelle de l'univers. Classiquement, le groupe local est divisé en 4 parties.
La première est appelée le sous-groupe de la Voie lactée et se compose de notre galaxie et de ses satellites qui peuvent être à la fois des galaxies naines et des amas stellaires. La Voie lactée est la deuxième plus grande galaxie de l'amas. Selon les estimations actuelles, elle comprend de 200 à 400 milliards d'étoiles, ainsi que de 25 à 100 milliards de naines brunes. Notre galaxie a une structure spirale et est un disque d'environ 200 000 années-lumière de diamètre. Son épaisseur n'est que d'environ 1000 années-lumière, mais au centre du disque, il y a un bulbe d'un diamètre d'environ 27 000 années-lumière. Il abrite un trou noir supermassif d'environ 4,3 millions de masses solaires. Autour d'elle tourne un trou noir de plus petite taille, de 1 à 10 000 masses solaires. On pense que la majeure partie de la masse de la Voie lactée est constituée de matière noire. Il est donc impossible de déterminer ce paramètre avec précision. Selon les dernières estimations, la masse de notre galaxie est d'environ 1,5 billion de masses solaires. Éloignée un peu de la Voie lactée, nous pouvons remarquer qu'elle a 31 satellites. Pour la plupart, ce sont des galaxies naines de forme irrégulière, déformées par l'influence gravitationnelle de leurs voisins massifs. Le satellite le plus proche est la galaxie naine du Grand Chien, qu'on peut trouver dans la constellation du Grand Chien. Elle est située à 25 000 années-lumière de la Terre et à 42 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Cette galaxie naine a la forme d'une ellipse allongée et contiendrait environ 1 milliard d'étoiles, dont la majorité sont des géantes rouges. En raison de l'influence de la gravitation de la Voie lactée, la galaxie du Grand Chien s'est presque désintégrée. Les forces de marée ont conduit les étoiles arrachées à former l'anneau de la licorne, une structure complexe en forme d'anneau qui s'enroule autour de la Voie lactée. Malheureusement, l'observation de la galaxie naine du Grand Chien est extrêmement difficile en raison des nuages de poussière et de gaz situés entre elle et la Terre. Le plus grand satellite de la Voie lactée et la quatrième plus grande galaxie du groupe local, c'est le Grand Nuage de Magellan. Il est situé à une distance d'environ 163 000 années-lumière. Il contient environ 30 milliards d'étoiles et a un diamètre 7 fois plus petit que celui de notre galaxie seulement. Pourtant, la masse du nuage est 300 fois inférieure à celle de la Voie lactée. Une telle différence est due à l'absence d'un trou noir supermassif en son centre, ainsi qu'à la présence d'énormes masses de matière noire dans le halo de notre galaxie. Le nuage appartient à la classe SBM, intermédiaire entre les galaxies spirales naines et celles irrégulières. L'impact gravitationnel des voisins lourds n'a laissé que des traces de sa structure spirale, mais la barre au centre reste clairement visible. Le Grand Nuage de Magellan a des représentants spéciaux. Par exemple, l'étoile R136A1, située à une distance de 165 000 années-lumière, est l'étoile la plus lourde parmi toutes les étoiles découvertes. Cette supergéante bleue est 315 fois plus lourde que le Soleil et sa température de surface dépasse 40 000 Kelvin. La luminosité de R136A1 dépasse celle solaire de 8,7 millions de fois. Aussi, l'une des plus grandes étoiles de l'univers étudié se trouve ici. Le diamètre de l'hypergéante rouge WOH G64 est plus d'1,5 millier de celui du Soleil. C'est seulement 25% de moins que le diamètre de la plus grande supergéante découverte, Stephenson de 18. Selon les idées modernes sur l'évolution des étoiles, WOH G64 en est au stade final de son développement et se transformera en une supernova en quelques milliers d'années. Enfin, en parlant du sous-groupe de la Voie lactée, il est impossible de ne pas mentionner le courant stellaire de la Vierge. Il occupe environ 5% de la superficie du ciel étoilé et est un courant très diffus et pâle de plusieurs centaines de milliers d'étoiles à la périphérie de notre galaxie. Selon la plupart des scientifiques, le courant de la Vierge, ce sont les restes d'une galaxie naine sphéroïdale presque entièrement absorbée par la Voie lactée. Si nous avançons, nous rencontrerons bientôt une galaxie connue sous le nom de la galaxie d'Andromède. Avec ses compagnons, elle fait partie du groupe local et forme le sous-groupe d'Andromède. La distance de cette galaxie est d'environ 800 km/s, soit 2,5 millions d'années-lumière, ce qui en fait la galaxie non naine la plus proche de nous. Le diamètre de la galaxie d'Andromède est d'environ 220 000 années-lumière, un peu plus grand que celui de la Voie lactée. Elle contient environ 1 billion d'étoiles, soit de 3 à 5 fois plus que le nombre d'étoiles de notre galaxie. Cependant, les masses de ces galaxies sont approximativement égales et représentent environ 1,5 billion de masses solaires.
En effet, les étoiles formant la galaxie d'Andromède sont en moyenne plus anciennes et plus légères que les astres de la Voie lactée. Alors, l'une de nos voisines les plus proches, Andromède, est l'une des rares galaxies à être observable à l'œil nu. Elle ressemble à une tache lumineuse oblongue, avec son diamètre angulaire 6 fois plus grand que celui de la Lune. La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale, avec 2 bras distincts. Sa caractéristique distinctive est le double noyau. Lors de l'observation au télescope, on peut remarquer 2 amas d'étoiles bien définis au centre de la galaxie, dont la distance est d'environ 5 années-lumière. Selon une théorie, Andromède aurait autrefois englouti une autre galaxie, capturant son noyau. Il y a aussi l'hypothèse qu'elle n'aurait quand même qu'un seul noyau, mais une partie de celui-ci serait ombragée par un nuage de poussière. La masse totale de la partie centrale de la galaxie, selon les calculs, dépasse 140 millions de masses du Soleil. La galaxie d'Andromède comprend environ 400 amas d'étoiles globulaires, soit environ 2 à 3 fois plus que dans la Voie lactée. Cela peut être dû au fait qu'Andromède a englouti de nombreuses galaxies naines dans le passé et que ces amas sont les restes de leur noyau. Cette galaxie a environ 30 satellites, dont les plus brillants sont les galaxies spirales naines M32 et M110. Selon certaines théories, il y a plusieurs milliards d'années, M32 aurait percuté la galaxie d'Andromède, laissant un trou géant dans sa structure. Pour M32 elle-même, la collision n'a pas non plus été vaine. Une partie importante de celle-ci s'est transformée en halo galactique d'Andromède. Selon les calculs, dans environ 5 milliards d'années, la Voie lactée rencontrera la galaxie d'Andromède. Il est impossible de modéliser de manière fiable les conséquences d'une collision si titanesque, mais ce serait certainement un spectacle épique. Le 3e membre majeur du groupe local est la galaxie du Triangle. Elle est 2 fois plus petite que la Voie lactée et n'a pas de satellite prouvé, mais certaines galaxies naines du groupe local peuvent être liées gravitationnellement à elle. Très probablement, la galaxie du Triangle n'a pas de trou noir supermassif au centre. Son diamètre est d'environ 50 000 années-lumière. Et la distance à la Voie lactée est comprise entre 2,7 et 3 millions d'années-lumière. En outre, cette galaxie contient la nébuleuse NGC 604, qui est la plus grande région de formation active d'étoiles connues. Ce berceau stellaire atteint à travers 1300 années-lumière. Ici, environ 200 hypergéantes, d'une masse totale d'environ 100 000 masses solaires, se sont installées de façon compacte. Ce sont des étoiles jeunes et chaudes, dont le puissant rayonnement ionise le gaz entourant la masse stellaire, le faisant briller de manière éclatante, ce qui rend la nébuleuse assez brillante. En outre, le groupe local comprend des objets qui ne peuvent être attribués à aucun des sous-groupes énumérés jusqu'à présent. En règle générale, il s'agit de galaxies naines éloignées et d'amas stellaires qui n'ont pas de lien gravitationnel fort à aucune des 3 grandes galaxies. Parmi eux, on peut distinguer la galaxie IC10. Elle est située à une distance d'environ 2,2 millions d'années-lumière du Soleil, et c'est la seule galaxie du groupe local dans laquelle la formation active d'étoiles est en cours. IC10 a une énorme enveloppe d'hydrogène, dont le rayon est beaucoup plus grand que celui de la galaxie elle-même. De plus, le disque stellaire de IC10 tourne dans le sens inverse par rapport à cette enveloppe. Les distances entre la Voie lactée et les autres galaxies sont énormes, généralement des millions et parfois même des milliards d'années-lumière. En raison de l'expansion cosmologique de l'univers, la distance entre la Terre et tout objet éloigné augmente constamment, faisant apparaître sa lumière plus rouge qu'elle ne l'est en réalité. Ce phénomène est appelé décalage vers le rouge ou redshift et sert à déterminer les vitesses et les distances à l'échelle de l'univers. Cependant, le spectre de certaines galaxies, au contraire, est décalé vers le bleu, ce qui signifie qu'elles se rapprochent de nous. Par exemple, un de ces objets spatiaux inhabituels est la galaxie M86, située dans l'amas de la Vierge à une distance d'environ 52 millions d'années-lumière du Soleil. Elle se dirige vers la Voie lactée à une vitesse d'environ 244 km/s, étant ainsi l'une des galaxies qui s'approche le plus rapidement de nous. M86 perd constamment son propre matériau interstellaire, alors qu'elle se déplace à grande vitesse à travers le gaz dispersé qui remplit l'amas de la Vierge. Ce processus conduit à la formation de longues bandes d'hydrogène ionisé chaud qui s'étendent derrière elle. Plusieurs de ces filaments relient M86 à la galaxie spirale presque détruite, NGC 4438. On suppose que dans un passé lointain, ces galaxies sont entrées en collision, ce qui a conduit à la destruction de la plus petite.
De plus, ce n'est pas la première fois que M86 détruit ses voisins. Dans son halo ont été trouvés plusieurs courants stellaires qui sont très probablement les restes de petites galaxies avalées. Une autre caractéristique distincte de M86 est le grand nombre d'amas globulaires dans sa composition. Selon les observations, leur nombre dépasse 3800, soit environ 25 fois plus que dans la Voie lactée. Selon une des théories, certains de ces amas pourraient être des restes de galaxies naines avalées par M86 dans le passé. Si c'est vrai, alors elle a détruit des dizaines, voire des centaines d'autres galaxies. Dans le même temps, l'apparence de M86 n'est pas unique. La galaxie ESO 137001 a une forme irrégulière similaire, mais beaucoup plus clairement définie. Elle est située à 227 millions d'années-lumière du Soleil et a une masse de 5 à 14 milliards de masses solaires. La plupart des étoiles de cette galaxie sont des géantes bleu-jaune et brillantes et ESO 137001 elle-même appartient au grand amas de galaxies Abell 3627. Se déplaçant vers son centre à une vitesse fulgurante de près de 2000 km/s, elle rencontre la pression du gaz interstellaire à l'intérieur de l'amas. En conséquence, son propre gaz est expulsé, formant des queues pouvant atteindre 260 000 années-lumière de long. De plus, la masse de gaz interstellaire dans ces régions est 2 à 4 fois supérieure à la masse de gaz à l'intérieur de la galaxie. Pas étonnant que la formation d'étoiles se poursuit dans ces gigantesques courants allongés, constitués principalement d'hydrogène. De l'extérieur, ESO 137001 ressemble à une méduse spatiale géante flottant dans le vaste espace. Malheureusement, l'écoulement constant de gaz stellaire raccourcit la durée de vie d'une galaxie. En raison de la pénurie de matière, de nouvelles étoiles cessent d'y naître, ce qui modifie considérablement la structure des bras spiraux et du bulbe central. Cependant, l'étude du mouvement des flux de gaz qui suivent ESO 137001 permet aux scientifiques d'en savoir plus sur la matière noire et son interaction avec d'autres objets spatiaux. En parlant de la naissance des étoiles, on ne peut qu'évoquer la galaxie au nom éloquent Baby Boom. Chaque année, environ 4000 étoiles y naissent, soit 400 fois plus que dans la Voie lactée. Des calculs simples montrent qu'une nouvelle étoile s'allume en moyenne toutes les 2 heures dans ce secteur de l'espace. Baby Boom est situé à une distance d'environ 12,2 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie qu'en l'observant, nous pouvons voir des événements qui ont eu lieu seulement 1,5 milliard d'années après l'hypothétique Big Bang. L'univers à cette époque ne faisait que former sa structure, et les processus qui se sont déroulés dans cette galaxie diffèrent dans une large mesure de ce à quoi on s'attendait. Les raisons d'une telle formation active d'étoiles dans cette partie de l'espace sont encore inconnues, mais il ne fait aucun doute que les observations de Baby Boom sont très importantes pour comprendre les premières étapes de l'évolution de notre univers. L'une des rares galaxies qui peut être vue avec un télescope amateur est la galaxie du Sombrero, également connue sous le nom de M104. Elle est située à 30 millions d'années-lumière du Soleil et a un diamètre environ 4 fois plus petit que celui de la Voie lactée. Une caractéristique distinctive de Sombrero est un gigantesque anneau de poussière et d'hydrogène froid qui entoure la galaxie. Selon les observations, la plupart des jeunes étoiles s'y forment. En plus de l'anneau inhabituel, Sombrero se distingue par sa structure interne complexe. Des études menées avec le télescope spatial Spitzer ont montré que la plupart des étoiles qu'elle contient forment une structure typique des galaxies elliptiques. En gros, ce sont des naines jaunes et rouges plutôt anciennes. Dans le même temps, une autre partie des étoiles forme des structures en spirale cachées à l'intérieur d'un nuage elliptique. On suppose que ce phénomène peut être une conséquence de la collision de 2 galaxies à la suite de laquelle leurs étoiles constituantes se sont mélangées. Étonnamment, après une telle fusion à grande échelle, les structures galactiques n'ont pas été complètement détruites et sont toujours disponibles pour l'observation. Une autre caractéristique de Sombrero est une émission de rayons X exceptionnellement puissante émanant du centre. On suppose que sa source pourrait être le disque d'accrétion d'un trou noir supermassif. Selon les calculs, sa masse pourrait dépasser le milliard de masses solaires, ce qui fait de cet objet l'un des trous noirs les plus massifs connus à l'heure actuelle. En outre, plusieurs sources de rayonnement micro-ondes puissants ont été enregistrées dans la galaxie, dont la nature reste un mystère. Un autre objet avec une structure interne complexe est la galaxie M64, également appelée l'œil noir. La raison de ce nom était une bande sombre de poussière cosmique couvrant partiellement son centre des observateurs terrestres. Cette nébuleuse, ainsi qu'un noyau exceptionnellement brillant et actif, ne nous permettent pas de déterminer même le nombre approximatif d'étoiles qui forment l'œil noir. On sait seulement que c'est une galaxie relativement petite et proche de nous. Son rayon atteint 25 000 années-lumière et la distance à la Voie lactée est d'environ 17 millions d'années-lumière.
L'œil noir se compose de deux parties bien définies, avec le disque intérieur ainsi que le bulbe tournant dans un sens et l'anneau extérieur dans l'autre. La raison la plus probable de cette structure inhabituelle est la fusion de deux galaxies plus petites dans un passé lointain. Cependant, pour la formation de la structure aussi étonnante et claire, une combinaison de nombreux facteurs indépendants est nécessaire. Par exemple, les galaxies initiales doivent se déplacer à des vitesses strictement définies et former un certain angle les unes par rapport aux autres. Le système solaire n'est qu'un des innombrables systèmes planétaires de notre galaxie. Il comprend une étoile unique de séquence principale ainsi que 8 planètes avec leurs satellites. En outre, le système contient plus d'1 million de petits corps célestes tels que des astéroïdes, des comètes et des météoroïdes. La planète la plus éloignée du système solaire connue à ce jour est Neptune. Son rayon orbital est d'environ 30 unités astronomiques, ce qui équivaut environ à 4 heures-lumière. Étonnamment, seule une petite partie du système solaire se trouve à l'intérieur de l'orbite de Neptune. L'objet le plus éloigné découvert s'appelle Far-Far-Out et se trouve actuellement à une distance de 132 unités astronomiques du Soleil, ce qui correspond à 18 heures-lumière. Néanmoins, même ce corps céleste, à peine visible sur le fond de l'abîme cosmique, est loin de l'hypothétique nuage d'Oort. Ses limites internes se situent à environ 2000 unités astronomiques du centre de notre système, et les limites externes, selon certaines estimations, s'étendent jusqu'à au moins 60 000 unités astronomiques, soit environ une année-lumière. Ces frontières sont définies par les limites de l'influence gravitationnelle de notre Soleil, et au-delà se trouve l'espace interstellaire. Si nous continuons à avancer, nous découvrirons qu'à moins de 20 années-lumière du Soleil, il existe plus de 50 étoiles différentes, allant des naines brunes sombres et froides aux objets brillants et bien connus tels que Sirius, Procyon ou Altaïr. Certains d'entre eux possèdent leur propre système planétaire, dans lequel on peut trouver des corps célestes potentiellement propices à l'origine et au développement de la vie. Par exemple, un objet appelé Gliese 832c, situé à environ 16,1 années-lumière du Soleil, ressemble plus à la Terre que n'importe quelle autre planète du système solaire. La température moyenne de surface de l'exoplanète atteint 253 Kelvin, soit moins 20 degrés Celsius, et il ne lui faut que 36 jours terrestres pour faire une révolution complète autour de son étoile mère. Selon les normes de l'univers, la distance qui nous sépare de Gliese 832c est considérée comme relativement courte. Cependant, un vaisseau spatial quittant notre système à une vitesse d'environ 17 km/s mettra environ 300 000 ans pour atteindre le voisinage de l'exoplanète. Au stade actuel du développement technologique, il est encore impossible de construire un vaisseau spatial interstellaire capable de supporter un voyage aussi long. Le système solaire, avec ses voisins stellaires, fait partie du bras d'Orion, qui à son tour fait partie de la Voie lactée. Celle-ci contient environ 400 milliards d'étoiles, à proximité desquelles, selon les calculs, se trouvent plus d'1 trillion d'exoplanètes de différents types. Le diamètre principal de la Voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière, et la taille du halo stellaire peut atteindre le double de ce diamètre. L'épaisseur du disque principal est d'environ 1000 années-lumière, mais il y a un épaississement notable au centre de la galaxie. Il s'agit d'un bulbe dont la dimension transversale est d'environ 3000 années-lumière. La Voie lactée fait partie de ce que l'on appelle le groupe local de galaxies. Il s'agit d'une vaste structure comprenant plus de 50 galaxies concentrées dans une région de l'espace d'un diamètre d'environ 10 millions d'années-lumière. Andromède, le Triangle et la Voie lactée sont les plus grandes d'entre elles. Selon certaines estimations, la masse totale de l'amas pourrait avoisiner les 3000 milliards de masses solaires, dont la majeure partie se trouve dans notre galaxie et dans celle d'Andromède. La Terre est séparée de cette dernière d'environ 2,5 millions d'années-lumière, et par conséquent, Andromède est considérée comme la galaxie la plus proche de nous, à l'exception des galaxies naines. Le groupe local, à son tour, fait partie du super-amas géant de la Vierge, qui comprend plus de 30 000 galaxies situées dans une région de l'espace d'un diamètre d'environ 150 millions d'années-lumière. Sa masse totale atteint environ 1 quadrillion de masse solaire, ce qui correspond à environ 1 millier de galaxies comme la Voie lactée. Le super-amas a une forme aplatie. Environ 60% de tous les objets qui le composent peuvent être représentés comme un drap plat d'une épaisseur d'environ 10 millions d'années-lumière. Cette valeur semble énorme, mais au regard de la structure à grande échelle de l'univers, elle est assez petite. Au fur et à mesure que nous nous éloignerons, nous apercevrons un super-amas géant de galaxies d'une taille d'environ 520 millions d'années-lumière.
Il s'appelle l'Aniakea et comprend plusieurs superamas de galaxies, dont le superamas de la Vierge et le Grand Attracteur. Dans le même temps, la masse totale de la formation dépasse la masse solaire d'environ 100 quadrillions de fois. Le Grand Attracteur, situé à environ 250 millions d'années-lumière de notre planète, est le centre d'attraction de tous les objets proches. Il est impossible de l'observer directement depuis la Terre, car le plan de la Voie lactée interfère avec les instruments. C'est pourquoi l'essence du Grand Attracteur reste un mystère non résolu de la nature. L'Aniakea fait partie de la structure à grande échelle de l'univers. Un système complexe de filaments galactiques, de murs et de vides, des régions géantes du vide cosmique. Certains de ces objets sont d'une taille inimaginable. Par exemple, le grand mur d'Hercule Couronne boréale s'étend sur une distance d'environ 10 milliards d'années-lumière. Depuis sa découverte en 2013, cette superstructure est considérée comme l'élément le plus gigantesque de la structure à grande échelle de l'univers. Elle contient, selon toute vraisemblance, des millions de galaxies, et le nombre exact d'étoiles qui les composent est probablement impossible à calculer. L'existence même d'une telle structure est un mystère pour la science, car selon la théorie actuellement reconnue de l'évolution de l'univers, la formation de tels amas géants est tout simplement impossible. Cependant, ce mur que l'esprit humain ne peut imaginer dans toute sa grandeur n'occupe qu'une petite fraction de la partie visible de l'univers. Selon les concepts cosmologiques modernes, l'espace de notre univers est en constante expansion, et la vitesse de cette expansion dépend de la distance entre les objets. Plus l'objet observé est éloigné de l'observateur, plus la distance entre eux augmente rapidement. De plus, cette distance n'est pas limitée par la vitesse de la lumière, car le tissu même de l'espace est en expansion, ce qui signifie qu'à une certaine distance, les objets deviendront mutuellement invisibles. Les observations du fond diffus cosmologique montrent que la région de l'univers accessible à l'observation est une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Selon la théorie de la relativité, nous ne pouvons voir et interagir qu'avec les objets situés à l'intérieur de cette sphère. Cette région de l'espace s'appelle la métagalaxie, et elle peut être à la fois l'univers entier et une petite partie de celui-ci. Hypothétiquement, il existe des structures inconnues de nous en dehors de la région visible de l'espace extra-atmosphérique. De telles entités sont appelées objets extra-métagalactiques et malheureusement, il est actuellement impossible de les étudier par des méthodes scientifiques. Néanmoins, certains objets astronomiques situés aux confins de l'univers visible ne se déplacent pas comme ils le devraient d'après les données disponibles. Des cas similaires de mouvements anormaux peuvent servir de preuve que la présence de certaines structures massives en dehors de la métagalaxie n'est pas exclue. Leur attraction imprègne l'espace environnant, influençant les objets environnants. Il existe de nombreuses hypothèses sur la structure de l'univers au-delà de la métagalaxie, mais la plupart d'entre elles sont de nature plutôt métaphysique. Par exemple, il existe un point de vue selon lequel, en dehors des frontières de l'univers, il n'y a pas de temps ni d'espace au sens habituel pour nous. Les lois physiques que nous connaissons ne s'appliquent pas, et des concepts tels que matière, substance ou énergie n'ont plus de sens. Le développement logique de cette hypothèse est l'idée que la métagalaxie n'est qu'une partie d'une superstructure cosmique encore plus complexe et à plus grande échelle, dont nous sommes en principe incapables d'imaginer la structure et les dimensions. Il est fort probable qu'elle soit située dans un espace multidimensionnel ou qu'elle repose sur des principes physiques qui nous sont inconnus. La métagalaxie n'est donc qu'un détail mineur ou un reflet partiel de cette incroyable superstructure. Certaines interprétations du principe anthropique suggèrent l'existence d'autres mondes en dehors de l'univers visible, avec d'autres valeurs des constantes fondamentales, telles que la vitesse de la lumière ou la charge des électrons. Cette hypothèse fait écho à l'idée d'un multivers, qui peut être représenté comme une sorte de mousse composée de nombreuses bulles séparées par des cloisons minces mais infranchissables. Ainsi, chaque univers est un espace séparé avec ses propres lois physiques, peut-être fondamentalement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les hypothèses les plus radicales nient la réalité objective de notre monde. Selon ces hypothèses, l'univers n'est qu'une simulation, comme une réalité virtuelle informatique d'un niveau incroyablement élevé. En règle générale, ces idées supposent l'existence, au-delà de notre réalité habituelle, d'un super-être ou d'une super-civilisation dont le niveau de développement est bien supérieur au nôtre. Leurs objectifs et leurs capacités sont probablement mystérieux et inconcevables. Cependant, il est vraisemblablement impossible de prouver ou d'infirmer de telles hypothèses. Bien sûr, l'échelle de l'espace extra-atmosphérique ne peut qu'étonner l'imagination.
Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'homme est capable de créer des technologies qui nous permettent de voir la diversité de ces objets. Chaque jour nous apporte de nouvelles découvertes étonnantes, faisant avancer la science pas à pas. Cela signifie que plus d'un voyage fascinant à travers les étendues de l'univers nous attend.